Ouvrez bien vos oreilles, nous sommes en novembre, la semaine du handicap, et particulièrement la semaine Tous ensemble contre la myopie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche de plus en plus de monde, la myopie. Mais on va en parler différemment, pas juste comme un défaut visuel, mais comme un vrai enjeu de santé publique. On va en parler avec un homme qui vit la myopie et qui en a fait son combat au quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Tin, fondateur de l'association Myopia, une association créée par des patients pour accompagner, informer, soutenir des patients qui vivent avec une myopie sévère ou toute autre maladie dégénérative de l'œil. Merci à Opti Suisse de sponsoriser cette émission. Bonjour Cédric, merci d'être avec nous. Ça fait un petit peu de route pour venir nous voir et tu vas nous l'expliquer. C'est parfois un parcours du combattant pour prendre le train, le métro, le taxi et des choses que les personnes valides, entre guillemets, ne se rendent pas forcément compte parce qu'ils ne le vivent pas tout simplement. Alors, on va parler de toi, on va parler de ton association, on va parler de ta vie et de la vie de ceux qui vivent avec ce genre de handicap, on peut l'appeler comme ça. Avant de parler de Myopia, j'aimerais qu'on parle de toi. Qui es-tu? Quel a été ton parcours, ton métier, avant que la myopie prenne une place prépondérante dans ta vie? Parce qu'aujourd'hui, tu en fais ton activité principale, je crois. Oui, tout à fait. Bonjour Maxime, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Cédric Tin, j'habite en région Rhône-Alpes, j'ai 52 ans. Et j'ai la particularité d'avoir eu une myopie forte depuis l'âge de 6 ans, qui a été détectée à l'école. Lorsqu'à l'école, on avait encore la chance d'avoir des examens médicaux en début de rentrée scolaire. Et grâce à ça, j'ai pu, je dirais, avoir une vie magnifique, malgré un handicap très important tout au long de ma vie. On le rappelle, pardon, je te coupe, mais aujourd'hui, quand tu as été détecté, tu avais une myopie de moins 19. Oui, pas autant au départ, mais c'est vite allé à moins 19 rapidement. Oui, j'ai très vite été détecté avec une myopie forte qui a évolué très rapidement à ce niveau-là. Oui. D'accord. Tu as été accompagné, tu as eu des lunettes, on va tout parler de plein de choses. Et comment ça a dégénéré, entre guillemets, et comment tu en as fait ce combat? Alors déjà, une chose que je voulais pouvoir bien rassurer tout le monde, c'est qu'on ne devient pas aveugle, on ne perd pas la vue quand on est myope. Moi, mes cas personnels, et on va pouvoir en discuter ensemble, c'est suite à des accidents de vie ou des chocs ou des choses qui sont arrivées, et parce que du coup, le fait que je suis myope, ma rétine est fragile. Donc là-dessus, je veux bien rassurer les gens sur le fait de dire attention, myopie, c'est pas parce qu'on est myope qu'on va devenir aveugle. C'est simplement mon cas aujourd'hui est un peu particulier parce que j'ai eu 2 incidents de vie qui sont arrivés là-dessus. Mais juste pour revenir justement sur mon parcours de vie au niveau visuel, si vous me le permettez, c'est juste donc oui, une vie, je dirais, classique d'un enfant aujourd'hui, un peu chouchouté parce que le fait que j'avais cette déficience visuelle par mes parents. Voilà, la seule contrainte que j'ai eue jusqu'à 14 ans, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelait des lunettes avec des gros verres, donc des culs de bouteille, on disait à l'époque, tout simplement, et qui n'étaient pas très esthétiques, mais qui ne m'ont pas gêné. Je me rends compte maintenant, avec le recul, qui m'ont parfois peut-être gêné pour la relation avec les autres, mais voilà. À 14 ans, la découverte des lentilles. Et à l'époque, 14 ans, j'étais né en 72, donc ça fait 86, les premières lentilles qui arrivaient. Mais c'était quelque chose de magique et c'était une première lune de miel. Parce que du coup, la particularité qu'il y a avec des lentilles, c'est qu'on peut vraiment corriger à 100% les yeux. Ce qui n'est pas le cas avec des lunettes qui bougent toujours, qui sont toujours sales ou jamais bien réglées, sauf chez l'opticien. Et dès qu'on sort, c'est fini. Donc voilà. Et du coup, et puis tout l'épanouissement personnel que ça a pu avoir. Et au niveau sportif aussi, j'ai fait 14 ans de handball à haut niveau. Et je dirais ma forte myopie ne m'a pas empêché parce que tout simplement, j'ai bien été suivi par des opticiens, par un opticien en particulier, et par un professeur. Il y avait des examens réguliers. Alors, du coup, ça me permet de placer que quand on est suivi, quand on explique les choses et quand on est accompagné, on peut être fort myope et vivre très bien. C'est pas incompatible, et au contraire, moi j'ai eu un vrai épanouissement personnel, que ce soit professionnel, personnel ou familial. Et il faut pas, même si ça reste un vrai handicap, aujourd'hui, je pense qu'on a la chance d'être en France et d'avoir tout un tas de solutions, mais surtout des vrais professionnels de santé. Et surtout, j'insiste aujourd'hui, il y a deux éléments importants. Il y a la première, le corps médical, les ophtalmos et les chirurgiens qui sont là pour vous soigner l'œil, mais surtout, il y a des opticiens qui sont là pour vous accompagner, trouver les bons équipements
et trouver, je dirais aussi, avoir un vrai soutien psychologique parce que parfois c'est compliqué. Encore faut-il qu'il soit formé, mais ça, on va en parler juste après. Oui, tout Toi, à tu as fait. connu des complications très sérieuses, comme un décollement de rétine suite à des accidents, tu nous l'as expliqué. Alors, c'est vrai que on passe du temps ensemble et moi, j'adore ça, mais on va essayer d'être le plus factuel possible parce que, Parti. effectivement, mais je précise à celles et ceux qui veulent avoir des informations, je pense que tu es toujours joignable Oui, et que aucun problème. aujourd'hui, c'est quelque chose qui te tient à cœur de pouvoir informer. Bah oui, tout simplement parce que le clé de la réussite aujourd'hui est de vraiment pouvoir sensibiliser les gens et le grand public sur qu'est-ce que la myopie, qu'est-ce que toutes ces maladies de déficience visuelle. Et qu'on a une vraie épidémie qui aujourd'hui s'est accentuée avec le confinement, et j'en Ouais, parlais tout à l'heure bien pourquoi. sûr. Euh, C'est pas une et- maladie aujourd'hui, c'est pas reconnu comme une maladie, tu me alors disais. moi je parle de maladie, mais c'est pas du tout reconnu comme une maladie en tant que telle, déjà au niveau de la sécurité sociale, et tout simplement aussi au niveau de la mentalité des gens aujourd'hui. Les gens ont trop tendance à dire que c'est pas grave, on a une mauvaise vue, on met des lunettes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une maladie, c'est quelque chose qui est handicapant. Il y a des traitements chirurgicaux, il y a des médicaments, il y a des gouttes qui existent pour pouvoir soigner, et il y a des traitements. Et surtout, le plus important, il y a un suivi médical à respecter. Parce que l'œil, une fois qu'il commence à s'abîmer, c'est foutu, entre guillemets. Il peut pas revenir en arrière, c'est pas quelque chose. On peut que le stopper ou le freiner, mais guérir, c'est très compliqué. Aujourd'hui, un glaucome, c'est une maladie. Une myopie, ce n'est pas considéré comme une maladie. Toi, c'est un combat. C'est un de mes combats aujourd'hui que j'ai à travers l'association, parce que tout simplement aujourd'hui, pour avoir accès à différents services, à différents dispositifs d'aide et d'accompagnement qui sont très compliqués à avoir, parce qu'aujourd'hui, tout simplement, c'est vital. Quelqu'un qui ne voit pas, c'est comme quelqu'un qui ne marche pas aujourd'hui. On a la vie qui est compliquée, le travail qui est compliqué, le déplacement, on en parlait tout à l'heure, qui est compliqué, et la vie sociale qui l'est encore plus. Quand tu as connu ces complications, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien et dans ta manière de voir les choses, au sens propre comme au sens figuré? Alors je dirais qu'il y a deux étapes qu'il y a eu dans ma vie. Rien, rien du tout parce que je ne me rendais pas compte. J'avais la chance d'être bien encadré, je le répète une nouvelle fois, jusqu'en 2009, hein, même je pourrais le dire concrètement. Hein, donc mon handicap, je ne le considérais pas comme handicap parce que j'ai bien été, je répète une nouvelle fois, bien encadré, d'un point de vue familial, d'un point de vue santé ou d'un point de vue avec les opticiens. Là où ça a commencé à être compliqué, c'est quand j'ai commencé à perdre la vue. Et que là, j'ai été viré de ma société parce que quand on perd la vue et qu'on devient aveugle, on devient nul de la part de tout le monde. Parce qu'après, on se retrouve à dire bah, comment je fais pour pouvoir survivre? Et là, comment je fais pour trouver de l'aide? Vers qui? Comment je fais pour avancer? Et c'est là que je me dis d'un seul coup, ah, comment je fais du coup? Tu t'es senti seul? Oui. Même si toi, tu estimes avoir été accompagné. Alors oui, à ce moment-là, je me suis senti seul parce que je me suis dit, comment je vais faire? Comment je vais faire pour assurer mon rôle de papa aujourd'hui, parce que c'est un des rôles les plus importants, j'avais encore mes enfants petits. Comment je vais faire pour garder cette dignité aussi par rapport à tout ça, et que toujours qu'on me considère comme une personne normale, alors que je ne suis plus. C'est fou, c'est des mots qui sont forts hein, quand même. Hein. Mais Et c'est le oui, cas. oui, mais vous voyez, je vais juste donner un exemple tout simple. Quand à un moment donné, mon enfant arrive avec un dessin qu'il a 10 ans, qu'il le montre avec ma maman, et que derrière, il dit bah, c'est joli, il dit bah, pourquoi tu ne montres pas ton papa? Et il dit bah, parce qu'il est aveugle, il voit rien. Et vous voyez, là, on commence à se dire, mais du coup, je ne sers plus à rien, quoi. Toi, tu te sens exclu, en fait. Alors que derrière, il y a tout un tas de choses, et vous voyez, c'est tout ce que je fais à travers l'association, c'est comment accompagner les parents, ou ce qu'on appelle former les gens à la pérédance, comment accompagner les personnes qui sont en handicap aujourd'hui. Et vous voyez, simplement, je reprends l'exemple de mon enfant, je lui explique tout simplement, mon chéri, essaie de m'expliquer avec tes mots ce que tu as fait. Et là, vous instaurez un autre dialogue, une autre façon de vivre, une autre façon de communiquer, et que tout aussi, je dirais, proche et prenante que si vous étiez une personne normale et que vous voyez. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment clé où tu t'es dit, là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je crée quelque chose, il faut que j'agisse? C'est quoi le moment clé? Lorsque j'ai perdu la vue, en même temps j'ai perdu mon travail et la maman de mes enfants est partie parce qu'elle ne voulait pas assurer mon handicap et que je me suis retrouvé tout seul avec Google et rien du tout. Et qu'au bout de 6 mois, j'ai dit il faut que j'aille voir une association et que l'association que je suis allé voir m'a dit vous n'êtes pas assez aveugle pour venir chez nous. Et là je me suis dit c'est pas possible. Il ne faut pas attendre d'avoir le choléra ou d'avoir le cancer pour qu'on s'occupe de nous. Donc il y avait un gros travail, un gros challenge à ce niveau-là d'accompagnement, de sensibilisation et d'information des gens pour que plus jamais que les gens vivent ce que moi j'ai pu vivre aujourd'hui. Donc plus jamais vivre de sentiments d'isolement, de sentiments de ne pas être compris, de sentiments de devoir se justifier. Tu disais tout à l'heure en surtout de préambule. sentiment de ne pas être valable. Ouais, Parce que là, aujourd'hui, vous voyez, encore dans le cadre du travail, c'est pas grave, ça peut se comprendre, et je peux le comprendre, mais surtout dans le rôle de parent ou
ou je dirais, d'être humain de tous les jours. L'association Myopia, elle a été créée en quelle année? En 2022. Par En toi, du coup? 2022, par moi et par un professeur, elle est née de la conviction qu'une association de patients est la mieux placée pour faire comprendre au grand public et aux instances étatiques que la myopie est une maladie. Et surtout, ce qui était important, c'est d'avoir une véritable association de patients qui soit là pour apporter son expertise auprès des patients, aujourd'hui pour discuter avec eux, auprès des industriels, aujourd'hui, et auprès aussi de la recherche, parce que la recherche a beaucoup besoin de nous, et que nous, on ait une place prépondérante, nous en tant que patients, quand je dis nous, c'est les patients, ou les personnes tout simplement comme vous et moi, pour pouvoir être présents au quotidien et peser dans les débats. Aujourd'hui, vous êtes soutenu par qui? On est soutenu par la Fondation Rothschild, qui nous a accueillis et qui a mené un projet magnifique, en tout cas pour nous, aujourd'hui, quand je dis pour nous, une fois pour tout le monde, tout simplement, qui a créé l'Institut français de la myopie. C'est le seul institut qui existe au monde aujourd'hui et qui est capable, je dirais, de rassembler en un seul et même endroit tous les spécialistes, faire des examens et surtout de pouvoir combattre cette pathologie qui est grandissante chez les enfants. Tu disais tout à l'heure en préambule que le Covid avait changé beaucoup en mal, entre guillemets, le nombre de cas. Pourquoi? La principale cause que ne connaissent pas aujourd'hui les personnes, le grand public, sur la myopie, c'est que ce n'est pas les écrans qui abîment les yeux. J'ai assisté, moi, à beaucoup d'interventions de spécialistes, de gens de la recherche et qui s'agacent très souvent par rapport à ça. C'est la première cause aujourd'hui de la myopie, c'est la lumière extérieure. C'est-à-dire qu'un œil myope, c'est un œil dont le cerveau a dit de grandir pour stocker de la lumière extérieure au fond de l'œil. Et c'est ce qui fait que, du coup, au lieu que l'œil soit rond, il devient ovale. Et la deuxième cause, et après je ferai le lien avec le confinement, c'est ce qu'on appelle l'exercice accommodatif de l'œil. C'est le fait de regarder de près, de loin, de près et de loin. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Les enfants sont plus allés à l'école, donc ils ne regardaient plus le tableau, le cahier, le tableau, le cahier, donc exercice accommodatif de l'œil qui ne faisait plus. Et tout le monde s'est retrouvé chez soi, donc absence de lumière naturelle. Si je prends un exemple tout simple aujourd'hui, le Japon, où plus de 90% des gens sont myopes, ils ont instauré 2 heures d'activité obligatoire tous les jours à l'école dehors, tout simplement pour pouvoir stopper cette pathologie. D'accord. Et l'autre exemple que je pourrais vous donner, c'est que tout simplement, regardez autour de vous. Si vous avez des gens du milieu agricole ou des gens du bâtiment qui travaillent dehors, ces gens n'ont pas de lunettes. C'est vrai. Alors que tous ceux qui sont aujourd'hui dans un monde industriel ou dans des grandes villes ont généralement des lunettes. C'est fou, ça. Et dernier exemple que je pourrais donner, est-ce que vous utilisez votre téléphone aujourd'hui en plein soleil? Est-ce que vous regardez votre écran de télé, quoi que ce soit? Vous voyez, juste un exemple aujourd'hui, une nouvelle fois très pratico-pratique. Quand vos enfants regardent l'écran le soir, quand vous regardez votre téléphone dans votre lit ou dans votre bureau, dans votre chambre, que c'est noir, allumez juste une chambre pour éclairer les murs. Ce qui fait que l'œil, au lieu de regarder que l'écran, et de temps en temps, il va jeter un coup d'œil sur l'extérieur. D'accord. Donc du coup, regardez de près, de loin. Et ça l'entraîne. Et ça entraîne du coup à pouvoir faire... Et la règle des 20-20, c'est-à-dire toutes les 20 minutes, je regarde 20 secondes au loin. Donc c'est tout un tas de choses qui... Et je reviens là-dessus, donc lumière extérieure, pour moi, c'est le plus important. Et l'exercice accommodatif de l'œil qui parlait de regarder de près et de loin. Sincèrement, c'est passionnant. Et moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais je suis quand même diplômé opticien. On ne m'a jamais appris ça. J'ai une très bonne mémoire pour le coup. Et on ne m'a jamais dit ce que tu viens de me dire. Et j'en vois des gens qui sont en rapport avec l'optique. C'est passionnant. C'est les rôles de l'association de faire ça? C'est une vraie sensibilisation et qui mieux que nous pouvons en parler. Et vous voyez, quand le professeur Tadayoni m'a dit « Cédric, il faut que tu m'aides à faire reconnaître la myopie comme une maladie en tant que telle auprès du ministère de la Santé. Il faut que tu sois 1 million de patients. » C'est pour ça que l'adhésion à l'association elle est gratuite aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour être crédible, il faut être nombreux. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est d'en parler et de sensibiliser. Et la question, quand on m'a posé, lorsqu'on a fait les états généraux de la myopie l'année dernière, comment on fait pour stopper la myopie aujourd'hui? Il n'y en a qu'une solution aujourd'hui. Aller faire du dépistage, aller informer les gens, sensibiliser les gens et surtout dépister les gens. Vous voyez, je vous donne un autre exemple. Mon informaticien, mon webmaster, qui a fait mon site internet, il a 2 enfants, 9 ans et 11 ans. Et donc je lui dis, bah écoute, tes enfants, ils ne sont pas myopes, il va faire un test de vue. Et t'inquiète pas. Sa femme, il prend rendez-vous, il l'envoie, sa femme revient. Oh, les enfants sont myopes, il faut mettre des verres freinateurs et il faut aller voir un orthoptiste basse vision. Et là, toute panique, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et vous voyez, c'est exactement tout ça. Et un autre exemple que je peux vous donner aujourd'hui aussi, c'est que je suis intervenu devant tout un tas d'assureurs. Il y avait 300 personnes il y a à peu près il y a 2-3 mois. Et un des industriels aujourd'hui a fait une étude. Ils sont allés faire des dépistages dans les entreprises. 1 cas sur 2 des gens étaient myopes et ne le savaient pas.
C'est-à-dire que il faut bien voir une chose qui est très importante, c'est que le cerveau vous ment. Le cerveau, quand il vous dit que vous voyez bien, c'est pas vrai. Parce Il que, n'a pas de repère. et oui, et très souvent, on prend l'exemple, je vous donne un exemple concret une nouvelle fois, la cataracte. Tous les gens autour de vous disent ah ben j'ai été opéré, je revois des couleurs, je Ouais. revois, et je m'en rendais pas compte parce que Bien tout sûr. simplement la cataracte, c'est une opacification Bien du sûr. cristallin et qui petit à petit vous permet de voir un voile blanc mais que vous en rendez pas compte. Et tout ça, une nouvelle fois, c'est trompé par le cerveau. Vous êtes combien d'adhérents aujourd'hui? Des 300 adhérents, on n'est pas nombreux parce Ah bah quand que même. Et ils sont tous myopes? ils sont tous myopes Je parce peux que pas adhérer, moi. si bien sûr parce qu'il faut aujourd'hui pour soutenir une cause, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette cause. Bah oui, c'est pour ça que je te pose la question. Je fais exprès, pour Et ceux qui surtout, nous regardent. voilà, surtout c'est ça qui est important. Et une nouvelle fois, je reviens là-dessus. Et vous voyez, quand je dois intervenir, quand je dois demander des aides auprès de la MDPH, la Maison de personnes handicapées, différentes choses, la première question qu'on me pose, combien êtes-vous d'adhérents? Et je trouve que c'est un peu dommage aujourd'hui, un Je peu suis lamentable, c'est que alors que normalement la première chose la plus importante doit être la cause pour quelle association de travail aujourd'hui, et c'est Bon, on a le cas de commencé toutes les par ça, associations. nous. Donc on n'est pas trop mauvais, je pense. Donc Non, mais t'as voilà. raison. Non, mais c'est important parce que moi, si j'ai envie de te soutenir, j'ai des idées. Donc je t'en parlerai juste après. Bien sûr, Mais il faut que bah, moi, j'ai envie de soutenir des choses comme bien ça. sûr, Déjà, il faut savoir que ça existe. Parce que si on n'informe pas, on ne sait pas. Et ensuite, comment y adhérer, tu vois. bien sûr. Et je Bon, dirais presque pour finir, enfin pour finir, pour continuer, c'est presque plus important pour moi les adhérents que la ressource financière. bien sûr. Parce que c'est ce qu'il y a C'est de le plus moteur. compliqué aujourd'hui. Bien Exactement, sûr. et c'est ce qui nous permet d'exister et surtout d'exister auprès des sponsors et des financeurs. Bien sûr. Bon, tu rencontres beaucoup de personnes, beaucoup de familles, beaucoup de professionnels. Est-ce qu'il y a une anecdote, une histoire, une rencontre qui t'a particulièrement marqué? J'imagine que tu en as énormément, on en a parlé juste avant, mais est-ce qu'il y a une anecdote que tu voudrais nous Alors, partager? si vous me permettrez, je vous permettrai de vous en donner une, voire deux ou trois, parce que On y qui va. sont vraiment diverses et variées Tu de vois, différents. d'habitude, on fait des petites interviews, mais quand même, c'est assez passionnant, donc je t'accorde ça. Alors, c'est gentil. La première, c'est le cas, tout simplement, d'une maman qui m'appelle, qui vient de faire un AVC, et qui a deux sujets importants. La première, déjà, c'est que quand on fait un AVC, très rapidement derrière, généralement, le nerf optique est touché, donc il faut faire des examens. Donc, une urgence importante, absolue, de voir un spécialiste qu'on appelle un neuro-ophtalmologue. Et là, comment on fait? C'est qu'on se retrouve noyé devant une demande de tout le monde qui veut des rendez-vous avec un ophtalmo. Donc par rapport à ça, elle m'appelle, moi je lui trouve un rendez-vous une semaine pour faire son examen. Et donc ça, c'est fait partie des urgences hyper importantes aujourd'hui, de savoir quantifier ceux qui viennent nous voir pour avoir une ordonnance et ceux qui viennent parce qu'ils ont une vraie pathologie importante ou une urgence. Donc ça, c'était le premier cas. Après, en discutant avec cette maman, elle me dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez intervenir auprès de mes enfants qui comprennent ce que c'est qu'une personne qui est malvoyante? Je vais vous donner juste un exemple, mon exemple personnel ou son exemple à elle. Ma maman qui vient chez moi, et ça va peut-être la faire sourire quand elle verra l'interview, qui range mon frigo. C'est une catastrophe pour moi. C'est moi qui ai mis le frigo, le yaourt abricot que j'aime bien, que j'ai mis à droite au troisième rayon. Je le savais. Et après, je savais plus. Vous voyez? Tu perds les repères. Et puis à les repères, ma maman a rangé mon cellier, j'ai mis 6 mois à trouver les pattes. Bah, dis-lui de venir ranger le mien, parce que moi, ça me dérange pas. Et je reprends l'exemple de cette maman qui m'a appelé, qui rangeait son linge, qui voulait absolument, qui avait mis son linge à tel endroit pour faire la lessive, entre la laine, ainsi de suite. Sa fille est arrivée, elle a tout changé. Donc c'est... Ce qui est compliqué, et c'est là-dessus où on intervient, nous, l'association sur la péridance, c'est que, oui, c'est très compliqué de se mettre à la place de quelqu'un, mais il faut simplement apprendre à le faire. Voilà. Et très souvent, moi je le dis, et les gens sont frustrés, je préfère que vous ne m'aidez pas, parce que quand vous m'aidez, c'est plus compliqué derrière. Je Vous comprends. voyez? Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est un papa qui m'appelle en décembre dernier, juste avant Noël, totalement paniqué, et sa fille avait mal aux yeux. Et là, il découvre comme quoi sa fille a un décollement de rétine. Et en plus de ça, elle a une myopie de moins 14. Il s'en était jamais aperçu. Et tout un système qui rentre, des parents qui ne savent pas ce que c'est que la myopie, une fille qui va se faire opérer des yeux, avec tout un protocole à suivre derrière, avec une coque, une bulle de gaz, et tout un tas de choses qu'ils découvrent et qu'ils ne savent pas. On les opère, et voilà, et ils rentrent chez eux. Et maintenant, débrouillez-vous. Et là, c'est un peu le vide. Comment je fais? Donc tout un tas de choses à expliquer. Le fait que la fille, les poings vont la gêner. Quand elle bouge l'œil gauche, l'œil droit bouge. C'est physique et ça fait mal. Donc il faut savoir se calmer, de mettre des petites gouttes, une petite compresse toujours mouillée parce que ça évite d'infecter. Oui, Mais des petits c'est ce qui tips, permet des tout petites choses. Vous voyez ce que je veux dire? Le Ok. fait que petit à petit, il faut qu'elle soit dans le noir, qu'elle ouvre les yeux. D'accord. Et tout un tas de choses qu'on peut aider. Mais surtout, c'est une solitude que se retrouve par rapport à ça. Ok. Un autre exemple que je pourrais donner, une patiente qui m'appelle parce que tout simplement elle est en pleine déperdition, elle a arrêté son travail, une cinquantaine d'années, elle est maîtresse d'école, et du coup totalement paniquée parce que elle a ce qu'on appelle une myopie, c'est-à-dire que elle voit double. Comme elle a une vision
elle a moins 18 à un œil et moins 3 à l'autre, et ben, elle a un écart tellement important que du coup, l'œil qui a moins 18 voit plus petit que l'œil de droite qui a moins 3. Donc du coup, un écart qui la gêne beaucoup aujourd'hui et qui lui permet de ne plus vivre. Et donc, par rapport à ça, elle était totalement paniquée. Et donc, comment on a fait pour l'aider? On l'a emmenée chez un spécialiste basse vision. On en parlera, j'espère, tout à l'heure, justement, des opticiens basse vision Bien sûr, on va en aujourd'hui, parler. qui lui a simplement mis une petite lentille supplémentaire pour la ramener à moins 13, elle va ramener à moins 5. Moins 5 d'un côté, moins 3 de l'autre. Et du coup, elle a pu de nouveau remarcher, refaire son métier et conduire, parce qu'elle conduisait plus depuis 6 mois. Vous voyez? Aujourd'hui, tu te considères comme une personne en situation de handicap? Bien sûr. C'est important de mettre des mots parce que moi, si je te croise dans la rue, je ne te connais pas, je peux pas savoir. Oui, parce que j'ai pas de canne. Je peux pas savoir. T'as pas de canne. C'est effectivement, enfin, je veux dire, c'est ce qu'on appelle un handicap invisible. C'est-à-dire, alors, je ne vais pas donner des chiffres faux, arrête-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, 10% de la population est touchée par un handicap. Tu rajoutes à ça les aidants, souvent le Bien double, sûr. voire le triple. Mais dans les personnes en situation de handicap, la majeure partie ne sont pas visibles. Non, oui, tout à fait. Et Pardon. ça, c'est très important d'en parler parce que c'est un combat que moi, je suis en train de mener avec les opticiens. Tout un tas de raisons, je te l'explique juste après. Et je me dis que, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu penses que les personnes en situation de handicap sont compris par la société? Alors, je ne parle pas que les professionnels de l'optique ou quoi, je parle vraiment en général par les gens, les professionnels de santé, les professionnels tout court, les commerces, les institutions. Est-ce que tu as l'impression que ça évolue rapidement? Alors, ça a évolué. Les Jeux paralympiques nous ont fait évoluer tout C'est ça vrai. aujourd'hui. Et aussi les mots, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que ça va faire sourire quand je vais expliquer ça. À l'époque, on disait t'es cotorep quand Ouais, on c'est était vrai. petit. C'est vrai. Et quand on était cotorep, c'était t'es handicapé et c'était considéré comme quelque chose vraiment très négatif. Quand à l'école, on disait ah, t'es handicapé, tu sais pas faire. Et sauf que ça a beaucoup évolué aussi par rapport au terme. Aujourd'hui, on va avoir la MDPH, Maison des personnes en situation de Ça handicap. n'existait pas avant. Ça existait sous un autre nom Mm. et c'était beaucoup moins développé. Il y a le pôle emploi des handicapés, ça s'appelle le Cap Emploi. Aujourd'hui, c'est une association qui s'occupe des gens pour pouvoir vraiment avoir un service adapté. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais c'est les mentalités des gens qu'on peut. L'handicap, pour la plupart des gens, c'est exactement le symbole, on en parlait tout à l'heure, le symbole d'une personne qui est dans un fauteuil roulant. C'est Sauf ça. que c'est pas simplement ça. Moi, je vois aujourd'hui, je bataille tous les jours avec la SNCF pour faire comprendre que je suis handicapé aujourd'hui. Parce que pour eux, l'handicap, bah non, vous êtes C'est pas un fauteuil handicapé, roulant. vous n'avez pas de fauteuil. C'est un truc de fou. Et C'est par un truc rapport de à ça, et l'accessibilité, du coup, en est très compliqué aujourd'hui. Ok. Je travaille avec une association qui s'appelle DNA. Drôle de nom pour une association qui œuvre pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, visible ou D'accord. invisible. Euh, on a développé pour les opticiens des modules de formation et d'accompagnement pour pouvoir accueillir bien. les personnes en situation de handicap. J'en fais mon combat personnel. On a un projet qui s'appelle le Tour de France du handicap. Je ne sais pas encore le nom, je vais réfléchir à un terme marketing parce que ça fait pas rêver là comme ça. On va partir avec mon ami Cédric, qui s'appelle Cédric aussi d'ailleurs, faire un tour de France, filmer et rentrer dans des commerces, dans des institutions en disant voilà, aujourd'hui, comment comment vous évaluez sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Et on va parler avec eux, on va leur dire voilà, ici, vous voyez par exemple, une personne malvoyante, eh ben, elle ne peut pas venir parce qu'elle elle n'arrive pas à se diriger. Euh, on va faire ce Tour de France parce que je ne sais pas si tu sais, mais en 2023, j'ai fait le road trip de l'optique. Ah oui. C'était un film que j'ai fait à la rencontre des opticiens. J'avais acheté un van aménagé et j'ai fait le Tour de France pour aller voir les opticiens sur des sujets divers et variés. Là, on va le faire spécialement pour le handicap. D'accord. Alors moi, j'ai deux questions. L'idée, c'est de sensibiliser et d'aller mettre les pieds dans le plat, gentiment, mais de les mettre quand même. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Et la deuxième question, est-ce que tu serais OK pour venir avec nous sur quelques dates Ah bah bien sûr. pour aller justement parler de handicap avec toi qui est quand même bien placé pour en parler? Alors, deuxième question, bien sûr. Moi, aujourd'hui, tout ce qui va servir les patients ou la personne qui souffre aujourd'hui, je serai là pour ça. Aujourd'hui, j'en ai fait mon combat, comme tu l'as dit. Et bien sûr que c'est une bonne idée. Mais je dirais qu'aujourd'hui, euh, la meilleure réponse qu'on peut avoir sur l'accueil de la personne handicapée, elle est humaine. Oui. Parce que c'est de la compatie, c'est de l'empathie, c'est simplement de l'adaptabilité. N'importe qui est capable aujourd'hui de pouvoir
accompagner dans son commerce, dans un endroit, je dirais, une personne handicapée. Bah oui. Le plus simple aujourd'hui, c'est simplement aller la voir et essayer de l'aider, de l'accompagner. Et de le vouloir. Et de le vouloir. Et de le vouloir. Et surtout, non, je vais insister sur quelque chose, de ne pas avoir peur. Tout à fait. Pendant combien d'années l'handicap a fait peur aux gens aujourd'hui? On peut en rigoler tare. aussi. Oui, on peut en rigoler. Alors, gentiment, mais on peut déculpabiliser aussi. Moi, très souvent, quand je tombe ou je rentre dans quelqu'un, je dis, et elle me dit, je vous ai pas vu, bah, je dis, moi non plus, en rigolant, vous voyez, parce que j'en rigole très souvent, mais faut pas en avoir peur de ce mot handicap. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de, je dirais, un langage commun. Bien sûr. Et quand j'insiste beaucoup là-dessus, moi, en tout cas, ce que je connais aujourd'hui, la déficience visuelle est un vrai handicap. Et il n'y a pas que le fauteuil, je réinsiste une nouvelle fois là-dessus. Tout à fait. On le fait, ce Tour de France? C'est parti, Ok, est parti. c'est noté et c'est filmé, donc tu pourras plus te décommander. Avec plaisir. On parle d'opticiens maintenant, parce qu'on est là pour ça. Comment tu juges le travail aujourd'hui des opticiens sur la basse vision, particulièrement sur la myopie? On va prendre le général et puis on peut prendre des cas particuliers si tu en as. Alors, avant de parler de basse vision d'un opticien, j'aimerais d'abord simplement juger son travail aujourd'hui, qui pour moi est un travail, je dirais peut-être qualifierais de magique et de primordial, et aussi important, voire plus que l'ophtalmo qu'on a vu avant et le professionnel de santé. Désolé pour eux. Mais tout simplement parce que ces gens-là sont là pour nous soigner, pour s'occuper de notre pathologie d'un point de vue médical, de trouver de ça que tout va bien. Mais par contre, après, tout l'équipement, et surtout, je vais insister sur quelque chose, l'aspect psychologique est très important aujourd'hui. Et c'est les gens qui sont le plus à même à répondre à nos questions. Combien de personnes vous avez rencontrées, il arrive chez son médecin, son spécialiste avec plein de questions, il en repart avec plein d'autres qu'il n'a pas eu de réponse. Et aujourd'hui, l'opticien nous donne tout. Il prend le temps de s'asseoir à côté de nous, il prend le temps de nous équiper, de nous mettre le bon équipement, si je prends l'exemple des lentilles, et d'expliquer, d'expliciter. Pardon. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. C'est en dehors de la sensibilisation. Et une autre chose aussi très importante que moi j'ai découvert, que je ne savais pas, et je pense que le grand public ne sait pas, c'est que les opticiens sont des professionnels de santé. Comme aujourd'hui les ophtalmos, comme les chirurgiens et autres. Et ça donne encore plus d'importance, et, je dirais, à leur métier qu'ils font aujourd'hui. Et je dirais au service qu'ils apportent à la famille aujourd'hui. C'est un appel à la responsabilité des opticiens, ce que tu fais, ou parce que tous ne prennent pas ce temps-là, tous ne se considèrent pas comme des vrais professionnels de santé. Je dis, tout le monde sait qu'il l'est, tu comprends, mais tout le monde ne prend pas le temps de faire ça. C'est quoi qu'on est en train de faire? Et là, on touche un dossier qui est très complexe, mais aussi c'est un problème de rentabilité, parce que si je prends simplement mon cas personnel, quand je vais voir mon opticien basse vision, un rendez-vous avec lui, c'est entre 1h30 et 2h. Ah oui. Il n'est pas rémunéré là-dessus. D'où l'importance de reconsidérer donc c'est comme un la métier. maladie. Oui, et puis surtout, c'est un métier de passionné. Et surtout, moi je dirais beaucoup plus, moi j'ai aussi un combat là-dessus, c'est de pouvoir essayer aussi de reconnaître le métier des opticiens et pourquoi pas essayer de le conventionner. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est très important. Bien Et sûr. je répète une nouvelle fois, qui c'est qui va nous donner notre joie de vie de demain? C'est eux. Parce que si je reprends mon exemple, moi qui avais des culs de bouteille énormes, des verses énormes, j'ai mis des lunettes d'Harry Potter, les gens ont envie de me comprendre pendant des années. Oui. Et mon opticien a fait quoi? Il a commandé, je crois, une dizaine de paires. Parce que tout simplement, il savait très bien qu'il avait pu avoir la branche, parce qu'on est très maladroit ou quoi que ce soit. Mais le fait, moi, d'avoir des lunettes d'Harry Potter, c'est-à-dire des lunettes avec des verres très fins, très petits, Ouais, et ben du coup, j'avais la distance vers eux qui était rapprochée, et surtout, pas d'épaisseur sur le côté. ouais. C'était assez esthétique, mais qui c'est qui m'a du coup rendu esthétique et m'a rendu bien dans mon savoir-vivre et mon savoir-être? C'est mon opticien. Opticien. Comment tu choisis ton opticien aujourd'hui, toi, qui est déficient visuel? Alors, c'est un vrai débat et un vrai combat, et c'est quelque chose que je suis en train d'essayer de mettre en place. Il y a pour moi deux types d'opticiens. Il y a ceux qui ont la chance d'avoir une vue classique avec je dirais une myopie, une astigmatie ou d'autres problématiques, je dirais pas très importantes. Et il y a ceux qui sont comme les myopes forts, par exemple, passent plus de -6 de correction, et qui sont avec par exemple de l'astigmatie ou d'autres choses à côté. Et là, il faut vraiment pouvoir tomber sur le bon praticien et la bonne personne, mais surtout qui a les bons outils. Vous pensez bien que quand on est en basse vision, on n'est pas en train de mesurer de 1/10 à 1/10. Il nous faut des verres spécifiques ou des outils spécifiques qui vont aller jusqu'au centième, voire jusqu'au millième, pour pouvoir vraiment adapter, je dirais, l'équipement en fonction. On parle de filtres aussi, de beaucoup et c'est ça qui est très important dans la basse vision. Il y a toute la gêne qui est liée par rapport à la lumière. Et là, par rapport à ça, vous avez tout un tas de filtres, les filtres laser, les filtres jaunes, bleus, verts, enfin tout un tas de choses que si l'opticien n'est pas équipé et ne prend pas le temps de le faire, aujourd'hui avec le patient, c'est ça aussi qui est important. Donc l'importance de se former
sur la basse vision, l'important de se former sur le handicap, c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de faire. Mais c'est surtout que je voudrais peut-être qu'on en parle aux opticiens, parce que quand on n'a pas euh, de relation avec des personnes qui sont déficients visuels, ils viennent pas au magasin. Donc en fait, on se pose pas la question de savoir si peut-être un jour ils pourraient venir. Et si on créait, par exemple, comme l'a fait la centrale d'achat Luz, des spécialisations. Ils ont créé un dixième plus. C'est des spécialisations sur la basse vision. Mais ça, je connais personne qui a des labels handicap friendly. Tu vois, moi j'ai envie de créer ça, en fait. Alors ça fait partie, vous voyez, c'est marrant qu'on parle de ça, mais dans les projets stratégiques qu'on a construits, je souhaitais devenir la référence, moi, avec Mais je l'association, vais t'aider et si tu de veux. créer un label. Je vais t'aider. Dans mes différents métiers avant, j'ai créé des labels pour justement, pas pour simplement dire celui-ci est plus qualitatif que d'autres, tout simplement pour dire celui-ci a une spécificité de plus que l'autre. Bah Vous oui, voyez. Et c'est ça qui est important. bah bien sûr. Et même simplement le terme basse vision, je pense qu'il n'est pas connu du grand public. La déficience visuelle, par exemple, c'est presque ce mot, c'est pareil. On a un vrai problème aussi d'étymologie. Retrouvez-vous sous Google et allez taper ces mots-là. Enfin, je ne sais pas ce qui sort aujourd'hui. Et encore, si vous ne le savez pas, c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui de l'accessibilité. Une fois qu'on a identifié notre pathologie, de savoir comment réorienter. Et moi, j'ai beaucoup de demandes aujourd'hui. On a été soigné à Paris, on nous a fait ce qu'il fallait à l'Institut français de la myopie, et maintenant je me retrouve à Angoulême, à Toulouse ou à Montauban, dans mon petit village. Je vais où? Quel opticien basse vision? Voilà. Et Ok. on arrive sur tout un tas de limites et de références qu'il faut qu'on ait. Eh ben, si tu veux, je vais t'aider. Ouais, En c'est tout très cas, bien. à tenter de faire savoir ça. Et j'ai vraiment cette idée de label, moi, sur le handicap en général, hein, pas nécessairement sûr. que sur la myopie, mais bon, voilà. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Parce que le patient qui se sent compris, eh ben, il sera rassuré et il saura qu'effectivement, là-bas, il y a des filtres, il y a une formation particulière, un accueil spécifique. Et je pense que ça, c'est déjà humainement, c'est quand même, ça va toucher beaucoup de gens, je pense. Et vous voyez, si je peux étayer par un exemple, pour parler des filtres, j'ai une patiente qui est venue, qu'on a reçue, qu'on a identifiée et qui galérait. Elle avait 16 ans, 16 ans, la petite. Et du coup, finalement, on s'est aperçu qu'elle était photophobe. Et si on n'avait pas identifié cette pathologie en plus de sa problématique visuelle, et ben du coup, après, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est, du coup, un problème de vue? Bah, faut aller chez un opticien, et il lui a mis des verres spécifiques, avec des filtres spécifiques, et aujourd'hui, elle a pu de nouveau passer son bac, passer son permis de conduire, Magnifique. alors que c'était une fille qui était en totale perdition, qui avait tout arrêté. Magnifique. La myopie dans le monde entier, elle explose en ce moment. Ben, On va vers une pandémie ou on va vers une elle est meilleure déjà là. prévention? On a 40, je crois, on est à 45% de myopes en France. Et suivant les pays. Selon toi, ça va évoluer comment? Alors, je suis T'es pas nouvelle médium, hein? fois. Non, mais D'accord. pour moi, il faut bien faire attention, c'est qu'il y a une grosse épidémie qui arrive chez les enfants, parce que tout simplement. Et on a la chance d'être en France et d'avoir des solutions qui permettent de freiner la myopie. Et ça Ouais. aussi, je voulais en parler justement. La technologie avance. Oui, on a des verres freinateurs, des lentilles freinatrices, on a des gouttes d'atropine qui permettent de soigner, mais à condition que ça soit dépisté à temps. Moi, je prends l'exemple de mes 3 enfants. Mon premier enfant, il a -7 aujourd'hui, il a 25 ans, on a fait ce qu'il fallait. Mon deuxième n'est plus myope parce que on a fait un bébé vision à 2 ans, il a porté des lunettes spécifiques pendant 6 mois, et du coup, on a stoppé la myopie. Génial. Mais parce que ça a été, je répète une nouvelle fois, le plus important, c'est de faire du dépistage. Allez tous voir vos OPTA ou vos opticiens pour faire un test de vue. Moi, chaque rentrée scolaire, il faut faire un dépistage. C'est le meilleur moment pour faire un dépistage de la vue de vos enfants. Ça coûte rien aujourd'hui. Et c'est ce qui permettra de freiner, pour moi, la myopie et de pouvoir, en tout cas, la stopper, voire la freiner. Allez tous vous faire dépister. Voilà. Est-ce que tout ça, ça te rend optimiste alors? Parce qu'on est sur une émission qui s'appelle Optimiste TV. Ça te rend optimiste? Moi, tout j'ai ça toujours été d'une nature optimiste, même quand j'étais tout en bas aujourd'hui. C'est ce qui a fait ma force aujourd'hui, et je pense qu'il fait la force des personnes handicapées aujourd'hui. Okay. Quand vous avez qu'à simplement écouter tous les interviews qu'il y a eu pendant le Covid, pendant les Jeux Olympiques. Et là, vous vous rendez compte, ces gens, comment ils font. Mais n'importe qui est capable de faire ça aujourd'hui. Okay. Qu'est-ce qui te donne la force de continuer ce combat au quotidien? Les patients. C'est ça? Aujourd'hui. Et puis simplement le fait de servir à quelque chose. Parce que quand on est handicapé, on se sent nul. Il y a des jours où tu doutes? Non, je doute pas. Tu doutes jamais? Non, parce que derrière, c'est juste le fait de dire comment y arriver, parce que c'est tellement important, et l'apport. Tout simplement parce que j'ai des patients tous les jours, et quand on voit simplement de pouvoir parler avec eux, ce que ça peut leur apporter psychologiquement ou leur redonner le moral, derrière, vous n'avez pas le temps de ne pas être pas bien. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire pour que tout soit mieux, quoi. Okay. Si tu avais un message à faire passer à des personnes qui vivent avec des myopies fortes,
Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire là? Parlez-en autour de vous, dépistez, et vous inquiétez pas, vous avez que ça. C'est ce que je dis tous les jours aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Et pour ceux et ceux qui nous écoutent et qui disent j'aimerais bien t'aider, parce que j'aime bien ce que tu dis, comment on fait? Eh ben, allez sur le site de l'association Myopia, donc c'est On va www.association-myopia.com. l'afficher, hein, de toute Et, façon. et surtout, adhérer. L'adhésion est gratuite et aujourd'hui, et ça vous permettra deux choses. C'est la première, de nous soutenir, parce que plus on sera nombreux, plus on pourra nous soutenir. Et surtout, vous serez inscrit dans la base de données de l'Institut français de la myopie et qui vous permettra, en fonction des avancées technologiques et des innovations qu'on pourra avoir, de pouvoir, je dirais, vous informer de ce qui existe aujourd'hui. Et vous voyez, si je peux juste donner un petit exemple aujourd'hui, quand on fait... C'est autant compliqué aujourd'hui de trouver un financement pour la recherche que de trouver des patients. Parce que la CNIL est un vrai frein aujourd'hui pour pouvoir avancer. On protège trop aujourd'hui les informations. Ça peut être compréhensible, mais par contre, c'est un vrai frein pour faire évoluer la santé. Ok. Bah, moi, je vais adhérer. N'hésite pas à m'utiliser. Je peux être ton ambassadeur si tu veux. Tu Bien m'envoies sûr. où tu veux, quand tu veux. Je voulais te remercier d'avoir été avec nous, d'avoir parlé de tout ça facilement, librement, avec des exemples très concrets qui nous ont permis de bien comprendre les choses. Je voulais simplement vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site qu'on va réafficher une nouvelle fois et qu'on peut te suivre sur LinkedIn peut-être? Oui, bah, tout à fait. Ouais, sur On est sur les LinkedIn, réseaux sociaux, sur LinkedIn, on a de une chaîne partout. YouTube aussi, et Très bien. on a mis en place une chaîne, enfin un groupe WhatsApp, par exemple, pour donner la parole aux patients et qu'on Magnifique. publie après sur notre site internet. Pour un Magnifique. peu ma vie de déficient visuel. Magnifique. Tu veux rajouter quelque chose? Non, merci en tout cas de Mais nous avoir merci à toi. donné la parole aux patients, et puis en tout cas, on est à Merci. votre disposition pour vous aider et vous accompagner. Merci et bravo pour tout ce que tu fais. On va le faire ce Tour de France et on va le faire ce label. Et avec J'y plaisir. tiens vraiment. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée d'ailleurs, on sait même pas quelle heure il est, on est sur internet, on s'en fiche un peu. Et à la semaine prochaine sur Optimis TV, c'est la semaine tous ensemble contre la myopie, ne l'oubliez pas. Merci beaucoup.